Bonjour les amis, nous voici arrivés une nouvelle fois à Madère et je profite de ce nouveau séjour dans les îles au large pour vous proposer un bilan de ces 4 années de croisière qu'on vient de réaliser avec Catherine sur l'Atlantique Nord. Nous sommes partis en 2019 après avoir fait construire notre bateau Storia Storia qui est un OVNI 445 par le chantier Alubat en 2016. On avait profité des derniers étés de notre activité professionnelle où nous pouvions prendre des vacances durant un mois pour fiabiliser le bateau neuf que nous venions de recevoir et réaliser un galop d'essai sur les côtes françaises tout d'abord la première année, puis nous sommes allés en Espagne la deuxième année, en 2017, et en 2018 on est monté sur la mer du Nord et la Baltique jusqu'au Danemark. L'idée c'était de naviguer avec ce bateau pour le fiabiliser en termes d'équipement, de petits aménagements qu'il fallait revoir et calculer le bilan électrique dont nous avions besoin pour partir sur un voyage en grande croisière. C'est en 2019 que nous sommes partis pour ce voyage. Première étape, l'Espagne, puis le Portugal, Madère, les Canaries. Et enfin le Cap-Vert que nous visitions pour la première fois en décembre 2019. Nous avons traversé l'Atlantique sur 2100 milles dans ma mémoire, à près de 7 nœuds de moyenne, et une traversée qui a duré 12 jours avec des vents d'est entre 15 et 25 nœuds et une traversée vraiment très agréable avec du beau temps. Et bien que nous soyons un petit peu tôt en saison, les alizés à la latitude du Cap-Vert étaient bien établis. Après avoir visité les Antilles en long, en large et en travers parfois parce que nous avons été bloqués par le premier confinement du Covid, nous sommes partis au nord-ouest vers les Bahamas et nous avons fait un premier retour des Bahamas sur les Açores en juin 2021. On a mis 20 jours pour faire les 2200 milles de la traversée. Avec des vents variables, un peu dans toutes les directions, 5 à 15 nœuds, et globalement une traversée assez calme, mais en faisant quand même pas mal de moteurs. Pour la deuxième circumnavigation Atlantique Nord, nous sommes redescendus après les Açores et Madère, vers de nouveau les Canaries et le Cap-Vert. Et cette fois-ci, nous avons traversé l'Atlantique vers les Antilles en partant en janvier, en se disant que cette fois-ci, nous aurions peut-être des alizés un peu plus forts, comme c'est habituel une fois que lorsqu'ils sont établis. Et en fait, ils étaient plutôt moins bien établis en janvier 2022 qu'ils ne l'étaient en 2019, puisque nous avons mis 14 jours pour traverser du Cap-Vert en Martinique, donc en une moyenne d'à peu près 6 nœuds. Puis ensuite, nous sommes remontés une seconde fois vers les Grandes Antilles, les Bahamas, mais cette fois-ci, avant de retourner sur les Açores, nous avons visité toute la côte est des États-Unis, montant pratiquement jusqu'à la frontière canadienne. Et puis nous sommes redescendus pour hiverner le bateau entre l'automne, l'hiver et le printemps entre 2022 et 2023. Et on a laissé le bateau dans un chantier aux États-Unis, à Deltaville, en Virginie. Le retour des États-Unis vers les Açores en juin 2003 a été assez musclé, puisque nous avions des vents d'ouest de 20 à 40 nœuds, avec une nuit même des rafales à 55 nœuds sous des orages. Donc une traversée un peu musclée, mais c'est là aussi où on a pris vraiment beaucoup confiance dans le bateau, avec un bateau qui marchait sous pilote, génois trinquette parce qu'on n'avait plus de grand voile,
dans une mer qui n'était heureusement pas trop formée, entre 3 et 4 mètres de creux, mais à grande vitesse, puisqu'on a été à plus de 7 nœuds de moyenne sur cette traversée de 2500 milles en 12 jours, en 13 jours, et une très grande stabilité du bateau, alors que nous n'avions pas la dérive et qu'on était vraiment sur des rails avec le vent arrière. Aujourd'hui, donc, nous entamons notre troisième saison. Nous allons repartir vers le sud, de nouveau traverser à partir du Cap-Vert et puis de nouveau les Antilles, et on verra pour le programme ultérieur. En tout cas, sur ces 4 années depuis 2019, on a à la fois acquis une grande confiance dans le bateau, mais aussi ça nous a servi de bilan technique pour voir un petit peu tout ce qui marche. La plupart des choses ont bien marché d'ailleurs, et puis aussi les choses qui sont un peu perfectibles, et je vais pouvoir dans la suite de cette vidéo vous détailler point par point les équipements du bateau et comment ils ont fonctionné. C'est ainsi que je vais faire le point sur la coque et le gréement, les voiles, à la fois les voiles grand voile génois, mais aussi les voiles d'appoint, les voiles de portant, le Gennaker et le Spinnaker. Un bilan électrique à la fois sur les capacités que nous avions, sur les moyens de production, sur nos consommations, soit au mouillage, soit en mer et en particulier avec le pilote. Je ferai le point sur l'électronique de navigation, sur le matériel de sécurité qui a déjà donné lieu à une vidéo spécifique avec tout le détail de ce qu'on avait. Ce qui a été l'entretien annuel de ce bateau-là en grande croisière, ainsi que les coûts de l'entretien annuel. Au total, depuis que nous sommes partis en 2019, on a fait 30 000 milles, donc un bon bilan d'essai pour ce bateau. Concernant la coque, pas grand chose à dire, aucune trace d'électrolyse, on n'a pas eu de choc, aucune déformation n'est à noter. Nous avons changé les anodes tous les ans, mais en dehors de cet entretien, pas de travail spécifique sur la coque. Concernant l'appareil à gouverner. Bon, là on a un gros problème. On est sur la dernière nuit avant d'arriver aux Bahamas. Et puis tout s'est éteint. Et le safran s'est bloqué, plus de barre, plus d'électronique, plus rien. On a eu un gros problème en arrivant la première fois aux Bahamas où la barre s'est bloquée et ça correspondait à la chute d'une tête de vis à l'intérieur de roulement dans le moyeu de la barre. J'ai pas réussi à l'enlever complètement, mais je l'ai resserré complètement et bloqué avec un marteau un tournevis à blocage avec le marteau. Et maintenant je vais bourrer ça de graisse partout et puis on va remonter et puis on va bien voir si ça marche. On a été quitte d'une grande frayeur au large d'Haïti et de complications pour rentrer dans les Bahamas sans pouvoir gouverner. Les 2 pilotes que nous avions montés sont 2 pilotes Raymarine Evolution. L'un est indépendant de l'autre et seul le vérin est commun. Aucun problème durant ces 4 ans de navigation, dans des mers parfois formées, avec une consommation qui est assez importante, moi je trouve, aux alentours de 10 ampères-heure dès lors qu'il y a du vent et de la mer. Revenons à la coque, nous avons eu un autre problème puisqu'il s'agit des peintures. Les peintures de pont ont énormément souffert, en particulier après l'hivernage aux États-Unis, des fissures qui sont apparues et en dessous de grandes zones qui se sont décollées de la coque, ce qui a nécessité des reprises de peinture à plusieurs endroits. Et puis les peintures sur l'aluminium, c'est 6 ou 7 couches et c'est pas toujours très facile à faire en fonction des degrés d'humidité et de la pluie qu'il peut y avoir quand on est sous les tropiques. J'ai pas vraiment compris pourquoi on a eu ces problèmes de peinture, parce que c'est pas des zones de choc. Et à chaque fois qu'il y avait un petit éclat dans la peinture, je mettais un peu de Loctite pour pas que l'eau s'infiltre. Je pense que c'est une mauvaise adhérence des peintures sur la coque, et puis en fait la coque elle travaille. Et les zones où il y a eu le plus de problèmes, c'est les zones à
côté du rail d'écoute, près des winches. Et à mon avis, pas comme me le suggérait Monsieur le Prince d'Alubat à l'origine des zones d'enduit, mais plutôt un problème d'élasticité de la peinture qu'ils utilisent aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de travail quand il faut reprendre les zones qui sont abîmées, ce d'autant que quand on va avec une raclette sous les zones qui sont décollées, on s'aperçoit très vite que c'est des surfaces énormes derrière des petites zones qui se décollent au départ. Le vernis, lui, il avait été refait au moment où on est parti parce que la première couche était insuffisante en épaisseur. Et en fait, c'est pareil, après l'hiver aux États-Unis, le vernis de coque s'est craquelé et actuellement, il est en train de partir petit à petit en lambeaux. Là, par contre, je le refais pas. Concernant le gréement, enfin, pas de difficulté majeure avec le gréement dormant, en dehors de gros problèmes que nous avons eu avec la jonction entre le mât et la baume. Une première fois, Vide-Mulet s'est dévissé lorsque nous étions aux Açores. Ça s'est produit une deuxième fois, j'ai fait des changements, bloquer les vis, mettre des écrous qui ne se desserraient pas, etc. Mais en fait, le problème était beaucoup plus structurel que ça, puisque c'est une zone qui a des contraintes absolument énormes entre les longs bords au portant, la tension du halba, du frein de baume, les empannages, etc. Et en fait, j'ai regardé sur les bateaux étrangers, il n'y a que les Français qui ont des vide-mulets aussi légers que cela. Et en fait, progressivement, en resserrant toutes les pièces, on a fini par usiner l'axe du vide-mulet sur la baume. Ce qui fait que, en définitive, pour pouvoir régler durablement ce problème-là, on a été obligé de faire ressouder des rondelles d'aluminium sur la baume lorsque nous sommes arrivés la dernière fois aux Açores, ce qui semble donner satisfaction actuellement. Je m'en suis ouvert chez Alubat, ils ont dit que ça n'était arrivé à personne d'autre. Bon, nous les navigateurs au long cours qui parlons entre nous, c'est un problème sur tous les bateaux français qui ont ce type de vide-mulet, c'est un problème permanent. Concernant l'électronique de navigation, pas de problème. On avait deux systèmes de cartographie, l'un sur la cartographie Raymarine, navionique, et un autre Time Zero sur l'ordinateur, le PC. Les cartographies étaient à jour quand nous sommes partis et on a été vraiment très satisfait avec, même par exemple, je me souviens dans les Bahamas où on suivait les pointillés des routes entre les bancs de sable et les coraux qui nous a permis de rentrer et de sortir de mouillages qui étaient assez exigu. Deux systèmes AIS indépendants l'un de l'autre qui nous a permis, lorsque nous étions que tous les deux, Catherine et moi, en navigation, et en particulier la nuit, avec les alarmes, d'avoir des quarts quand même relativement tranquilles. Ça a toujours bien fonctionné. Alors des fois il y a des bateaux qui n'ont pas d'AIS, mais ça c'est un autre problème. Un Avtex qui en définitive ne nous a pas servi beaucoup depuis qu'on est parti d'Europe, mais qui peut être intéressant quand même sur les côtes est des États-Unis parce qu'il diffuse en permanence des alertes sur les phénomènes locaux, les orages, les bourrasques, les trombes. Qui peut y avoir en été. Concernant l'électricité à bord, donc on avait au départ un système de surveillance des consommations qui est absolument indispensable dès lors que quand même maintenant les bateaux sont devenus des assez gros consommateurs. Les batteries servitude sont d'un volume de 740 ampères. Je pense que c'est suffisant pour en tout cas nos besoins du bateau. Pour produire l'électricité, on a différents systèmes, deux alternateurs sur le moteur Volvo, dont un qui est de plus grosse puissance avec 120 ampères. L'éolienne D400 qui marche vraiment bien, mais uniquement quand il y a plus de 15 nœuds de vent apparent. Donc déjà au portant, elle ne donne pas ce qu'il faut. 240 watts de panneaux solaires. Ces panneaux solaires se sont avérés un peu insuffisants, mais surtout très fragiles, puisque ce sont des panneaux solaires souples qui sont montés sur un cadre en aluminium, parce qu'on ne voulait pas trop alourdir l'arrière du bateau. Et on a été obligé de les changer en 2021
une première fois parce qu'ils étaient complètement cuits par le soleil et on sera obligé de les changer l'année prochaine parce que je vois déjà qu'ils sont en train de se dégrader. Enfin, on a le générateur qui fournit à puissance variable en fonction de nos besoins. On l'a utilisé environ 150 à 200 heures par an. Les consommations que nous avons sont très variables en fonction du fait qu'on soit en mer ou qu'on soit à terre et du fait qu'on soit dans des plus hautes latitudes ou sous les tropiques. La consommation en mer étant entre 150 à 250 ampères, plus de la moitié étant liée à la consommation du pilote électrique, dont la consommation est variable surtout en fonction de la mer plus qu'en fonction du vent. Et en sachant qu'on a toujours utilisé dans les traversées le pilote en mode girouette, ce qui est plus économe qu'en mode cap, ce qui obligeait en général à faire en complément des panneaux solaires 2 heures de générateur par jour. Au mouillage, la consommation sous les tropiques est d'environ 50 à 100 ampères par jour, 50 ampères pratiquement à cause du frigo. Les 50 autres ampères étant liés en fait aux recharges des ordinateurs et on a été très surpris de voir à quel point la recharge des ordinateurs était grosse consommatrice d'électricité. Entre l'éolienne et les panneaux solaires, on est équilibré. Enfin, concernant le dessalinisateur, c'est un Aquabase qui fournit 60 litres. La première année, on a fait de l'eau de temps en temps dans les marinas. En fait, dès 2021, on a utilisé que le dessalinisateur en permanence pour produire notre eau. Si c'était à refaire, je prendrais un dessalinisateur avec un plus gros débit parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même très confortable d'avoir de l'eau douce à profusion, en sachant qu'on le fait marcher que quand on est au moteur ou bien quand le générateur est en marche. Concernant les voiles, pas de grandes difficultés avec les voiles d'origine en hydranet de chez Incidence, une grand voile, un génois et une trinquette. La grand voile avait fait l'objet d'une attention particulière de notre part avant le départ en posant des plaques d'insignia sur toutes les zones de ragage parce que surtout quand on est au portant et que les barres de flèche sont poussantes, il y a beaucoup de surface de grand voile sur les barres de flèche et sur les haubans. Concernant la grand voile, un petit pépin pas très banal en fait nous est arrivé lorsqu'on a hiverné aux États-Unis. Le bateau était placé derrière une haie de pin. Et durant l'hiver, les aiguilles de pin sont tombées, il y a eu pas mal de vent apparemment et elles se sont introduites dans le lazy-bag et il y a eu de la pluie et certaines zones de la grand voile, parce qu'on n'avait pas retiré la grand voile initialement, certaines zones de la grand voile ont fait des poches retenant l'eau de pluie avec les aiguilles de pin, des aiguilles de pin qui se sont dissoutes et ce qui a fait comme de la lessive Saint-Marc et ça a troué la chute de la grand voile. On s'en est aperçu en partant de la chaise à pic et on a été obligé de faire demi-tour pour faire une réparation de fortune et après de faire reprendre entièrement la grand voile sur toutes les zones qui avaient été abîmées lorsque nous sommes arrivés aux Açores. Pour les voiles d'avant, elles ont fait l'objet très régulièrement, tous les 2 ans à peu près, d'une révision complète par un voilier avec des renforts aux zones de ragage, puisque c'est vraiment en grande croisière un problème un peu permanent. Concernant les drisses, là aussi beaucoup d'usure, bien que ce soit des drisses en dynéma, les gaines ont beaucoup souffert dans les winches, dans le self-taining, sur les bloqueurs à cam et on a déjà été obligé de changer la moitié des drisses depuis que nous sommes partis. Concernant les voiles de portant, Spey, Gennaker, c'était des voiles X, grande satisfaction de ces voiles, mais par contre nous les avons beaucoup utilisées sur des longs bords de portant au soleil. Ils ont énormément souffert avec une dégradation du nylon qui a fait que nous avons complètement explosé le Gennaker lorsque nous sommes partis des Açores. On a décidé de refaire un Gennaker lors de notre dernier retour en France et cette fois-ci on l'a fait dans un grammage supérieur
l'intérieur avec une coupe un peu différente parce qu'on avait tendance à le porter assez près du vent, aux alentours de 80 degrés, et donc ça tirait trop sur un généqueur en nylon. Ouais. Celui que nous avons fait faire est plus polyvalent, et comme il est plus épais, il devrait durer plus longtemps. Concernant les moteurs, donc le moteur Volvo et puis le Fischer Panda. Bon, pas de gros problèmes mécaniques, mais plutôt des accidents. C'est beaucoup plus grave que prévu puisqu'on a perdu l'hélice. On a perdu l'hélice en partant de Bretagne en 2019. Alors est-ce qu'on a pris un casier dans l'hélice ou bien est-ce qu'elle était mal serrée? Enfin, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça nous a valu une rentrée sur la Bretagne Sud à la voile et puis une attente dans un chantier à Concarneau pendant 3 semaines avant de récupérer la nouvelle hélice. Autre problème qui est lié à un défaut de montage puisqu'il y avait une durite d'alimentation d'eau du presse-tube qui était trop basse. On a pris de l'eau dans le moteur, c'était d'ailleurs le même épisode que la perte de l'hélice. Et ce qui heureusement n'a pas entraîné de conséquences négatives pour le moteur après son nettoyage. Le Fischer Panda posait des problèmes mais qui ont été pris en charge en garantie, qui étaient sur la partie électrique du démarreur. Ces moteurs ont été utilisés environ, alors pour le moteur Volvo, 250 à 300 heures par an en moyenne, ce qui correspond d'ailleurs à une vidange. Et pour le Fischer Panda, aux alentours de 150 heures en moyenne par an, ce qui correspond là aussi à une vidange. Concernant le matériel de sécurité, en fait, on s'est servi de rien au cours de notre croisière puisqu'on n'a eu aucun problème. Par contre, on a eu la douloureuse surprise de constater la destruction quasi complète de la survie lors de la révision des 5 ans. La survie est placée à l'arrière sur la jupe dans un endroit où il y a parfois un peu d'eau de mer et le bout de déclenchement de la survie était en bas et il y a de l'eau de mer qui s'est infiltrée à l'intérieur du caisson. La bouteille de gaz comprimé a rouillé et ça a détruit toute la survie. Alors, outre la mauvaise surprise de s'apercevoir que si on en avait eu besoin, elle n'aurait pas fonctionné, et la mauvaise surprise de devoir la changer à 5 ans, j'ai refait le coffre à l'arrière pour limiter les entrées d'eau et j'ai surélevé la survie pour qu'elle ne barbote plus dans l'eau de mer. Concernant le coût de fonctionnement du bateau sur un grand voyage comme on l'a fait, l'essentiel c'est le carénage que l'on a fait une fois par an, ce qui veut dire sortie de l'eau du bateau, mise en place sur un chantier pendant 48 heures. Trilux 33, c'est celui qu'on utilise comme anti-fouling sur la coque. D'ailleurs, au passage, c'est tout à fait insuffisant, hein. C'est un vrai problème. Ce sont des peintures qui sont peu efficaces. C'est un anti-fouling semi-érodable, mais pour nous qui naviguons beaucoup, en fait, après une traversée de l'Atlantique, il y a déjà la moitié de l'anti-fouling qui est partie. Alors certes, la coque est propre quand on arrive, mais après, ça pousse à toute vitesse. Et le prochain carénage, je ne sais pas où on le fera et comment on le fera. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je ne pense pas qu'on va continuer avec ce type d'anti-fouling. Après, nous avons eu de l'entretien courant, les vidanges que j'ai faites moi-même, le changement des panneaux solaires, exceptionnellement donc le changement d'une voile lorsque le généqueur a explosé. Et si on fait une moyenne depuis que nous sommes partis, le coût hors marina, hors voyage pour aller et revenir, etc., est entre 5 000 et 15 000 euros par an. En conclusion, après 4 ans de navigation en Atlantique Nord, on est content d'avoir choisi ce bateau-là pour le programme que l'on a fait. Et même si on a eu quelques péripéties qui nous ont un peu posé des problèmes techniques, globalement, ce bateau-là nous convient tout à fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.